Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, perception et réalité de la Russie. La Russie n'en finit pas de faire peur ou de déranger, quand elle ne suscite pas de commentaires entendus sur les dérives de sa culture politique et son retour de puissance. Ses perceptions et ses jugements mériteraient pourtant d'être nuancés, et gagneraient à être confrontés à son environnement géopolitique et au poids de son histoire, d'autant qu'il passe souvent sous silence les évolutions positives qui s'y sont produites depuis que ce pays s'est débarrassé du carcan du régime soviétique. Car on n'accorde généralement aucun crédit à la Russie d'avoir renoncé au communisme et d'avoir rendu leur liberté aux républiques qui lui étaient associées au sein de l'Union soviétique. Après avoir éprouvé une grande crainte de l'Union soviétique, on a continué à avoir peur de la Russie des années 1990 quand elle était trop faible et qu'il semblait que le pire pouvait s'y produire. À l'époque, Moscou aurait certes préféré éviter les conséquences géopolitiques de la disparition du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique, mais confronté au constat du délitement intérieur et de l'effondrement économique du pays, Boris Yeltsin s'est efforcé de rendre irréversible le changement de régime. Et il n'est pas le seul à avoir joué le jeu de l'évolution démocratique. Plus tard, le style décidé et autoritaire de Vladimir Poutine a encore suscité davantage de craintes, car il apparaissait clairement au service d'une volonté de remise en ordre de la Russie à l'intérieur et de retour de puissance à l'extérieur. À cet égard, les interventions russes en Géorgie et en Ukraine ont été interprétées un peu hâtivement comme les symptômes d'une nouvelle guerre froide, alors qu'on pourrait peut-être y voir les ultimes conséquences de l'effondrement de l'Union soviétique, disparition dont Vladimir Poutine a dit qu'elle était une catastrophe géopolitique. Cette déclaration est abondamment citée comme preuve de la nostalgie du président russe pour un régime qui avait dominé la moitié de l'Europe. Les perceptions qu'il en a sont sans doute beaucoup plus complexes et elles conditionnent son comportement d'aujourd'hui. Quand il évoquait une catastrophe géopolitique, il regrettait surtout les conséquences immédiates de la fin de l'URSS. Une périphérie proche laissée à ses déchirements internes et la perte d'un espace historique russe entraînant l'abandon de 20 millions de compatriotes devenus dans leur majorité citoyens ukrainiens ou kazakhstanais. Il avait aussi à l'esprit la mise à l'écart de la Russie de la nouvelle architecture de sécurité en Europe, en dépit des promesses faites à Gorbatchev, disparition du pacte de Varsovie, maintien et surtout extension de l'OTAN jusqu'aux marches de la Russie. Enfin, il regrettait vivement que tout cela se soit accompagné de la mise en place d'un monde unipolaire dominé par les États-Unis, autorisant des interventions militaires sans mandat des Nations Unies et humiliant la Russie. Après 10 ans d'un mépris affiché de Washington pour la Russie de Boris Yeltsin, Vladimir Poutine avait cherché à faire admettre Moscou comme partenaire égal des Occidentaux et il avait proposé ses offres de services, en particulier après le 11 septembre 2001. Il a toutefois eu le sentiment que le président G.W. Bush négligeait son offre et continuait de pousser son avantage en Irak, dans une région d'intérêt traditionnel russe, ainsi qu'en Europe en projetant d'installer aux frontières de la Russie un dispositif de défense antimissiles, susceptible d'être une atteinte à la crédibilité de son système de dissuasion nucléaire. Dès lors, rien d'étonnant à ce que Vladimir Poutine ait profité des crises en Géorgie et en Ukraine pour défendre un périmètre de sécurité menacé par les élargissements de l'OTAN et pour se rétablir, en Crimée, sur un espace considéré comme russe. Enfin, si son intervention en Syrie avait pour vocation première de réaffirmer le droit de la Russie à être prise en compte dans les grands dossiers internationaux et de signifier son retour de puissance, elle devait aussi permettre la réintégration et la coopération de Moscou dans le petit cercle de ceux qui combattent le terrorisme islamiste. Vladimir Poutine en avait profité pour appeler à repousser tous les désaccords au deuxième voire au troisième plan, au nom du combat commun contre le terrorisme islamiste. Cela dit, il ne faudrait pas réduire la Russie aux perceptions que l'on a de son président, ni céder au sentiment que les dirigeants russes auraient la capacité d'orienter la politique générale de leur pays dans des directions que réprouverait la majorité de leurs concitoyens. On en tirerait alors la conclusion hâtive qu'il suffirait de favoriser un changement de régime pour que Moscou se comporte différemment. En réalité, c'est un pays qui a résisté beaucoup plus qu'on ne veut le reconnaître à l'empreinte de ses différents régimes et à la forte personnalité de ses dirigeants.
Charles de Gaulle ne s'y était pas trompé. Lui qui, à la grande époque de l'Union soviétique, ne parlait jamais que de la Russie soviétique, voire de la Russie tout court. Les grands dirigeants de la Russie lui ont rarement fait suivre des directions contraires à son identité, et n'ont jamais fait que céder à sa pente naturelle, à sa géopolitique traditionnelle, même Staline comme le relève le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. Seul, en face de la Russie, Staline la vit mystérieuse, plus forte et plus durable que toutes les théories et que tous les régimes. Car dans l'histoire et la montée en puissance de la Russie, tout est géopolitique. Résistance aux dangers venus de la steppe, puis impressionnante expansion vers l'Asie, conquête d'un glacis protecteur à l'ouest sur la lancée de vigoureuses contre-offensives pour repousser des invasions à deux doigts de la mettre à genoux, recherche de débouchés vers les mers du Sud. L'expression de la Russie éternelle prend tout son sens dans la mesure où les intentions et arrière-pensées que l'on prête généralement à ses dirigeants relèvent bien plus de son identité profonde et des constantes de sa géopolitique. Pour autant, il est indéniable que la Russie est un pays dont la transition démocratique reste à achever. C'est, pour user du néologisme anglo-saxon, une démocratie de basse intensité même si elle a, dans les années 1990, progressé vers des standards démocratiques proches des nôtres bien plus vite que ne l'ont fait toutes les autres anciennes républiques de l'Union soviétique, pays baltes exceptés. La Russie reste un pays unique dans le monde. Elle couvre un territoire immense qui amène à s'interroger sur son identité, européenne ou asiatique. C'est un pays de fort contraste où la tradition la plus ancienne côtoie la modernité la plus criante, où la pauvreté avoisine le luxe le plus indécent. Elle s'est aussi construite de manière originale, à partir d'un processus d'édification complexe qui s'inspire de plusieurs modèles. C'est à son origine, un État qui s'est formé selon un modèle national classique en Europe. Unification et extension d'une nation, la rue, puis consolidation face aux menaces stratégiques. L'Empire russe s'est ensuite étendu sur le modèle américain de conquête de vastes espaces très peu peuplés, puis de leur assimilation et acculturation complète. Enfin, l'extension de la Russie au Caucase est à rapprocher du modèle colonial à la française, à la différence qu'il n'y avait pas de notion d'outre-mer dans le cas de la Russie puisque la conquête intervenait dans la continuité territoriale. Sa spécificité réside aussi dans le fait qu'il a échappé au processus de la décolonisation des années d'après-guerre, grâce à la fiction de république nationale, adhérant librement à l'Union soviétique et disposant d'un droit théorique à l'indépendance. L'idéologie soviétique avait en effet réussi à déconnecter l'État d'une appartenance nationale, à rompre le lien État-nation, au moins dans le discours officiel. Les Russes se vivaient sur un plan essentiellement culturel et religieux, d'autant que la plupart d'entre eux n'avaient adhéré au régime soviétique que contraints et forcés. Après la disparition de l'Union soviétique, cela a d'ailleurs permis aux Russes restés dans les républiques périphériques, devenues indépendantes, de vivre leur situation de citoyens ukrainiens ou kazakhstanais sans revendication ni traumatisme notoire. Cet état d'esprit s'est maintenu tant qu'un raidissement nationaliste dans le nouveau pays d'accueil n'a pas suscité de réflexe communautaire, tel qu'on l'a vu en Crimée et dans l'est de l'Ukraine en 2014. La Russie est par ailleurs un État qui s'est bâti sur des idées simples et fortes. Despotisme, orthodoxie, autocratie, socialisme centralisateur, verticale du pouvoir. Ces dimensions inhabituelles ont souvent nécessité une forte centralisation du pouvoir. Le régime actuel perpétue la tradition du pouvoir d'un petit cercle d'élus regroupés autour du chef. On peut parler à ce titre d'une sorte de démocratie plébiscitaire un peu comme l'était le Second Empire en France. Mais c'est aussi un pays fragile dont la plus grande faiblesse est une population insuffisante au regard de la superficie à occuper. Plusieurs facteurs l'expliquent. Une position géographique extrême, une absence d'immigration pour peupler les vastes territoires regorgeant pourtant de matières premières, une natalité nettement en baisse depuis 1991. De 143 millions d'habitants en 2014, la population pourrait descendre, selon les projections les moins favorables à 134 millions en 2025 et à 103 millions en 2050 à moins que la politique nataliste du gouvernement ne porte ses fruits. La Russie comprend 80% de Russes et une centaine de peuples reconnus officiellement, dont le plus important est celui des Tatars. Elle accueille 8 millions de travailleurs migrants qui, à Moscou, représentent le 10e de la population de la ville.
Les dirigeants de la Russie ne se privent pas de s'appuyer sur ces chiffres pour mettre en avant le caractère multinational et rassembleur de la Russie, ainsi que sa tolérance à l'égard des minorités nationales. Dans l'histoire, la domination russe s'est en effet davantage appuyée sur un rattachement purement administratif des territoires conquis que sur la recherche d'une intégration nationale ou même d'une assimilation culturelle. Moscou joue aussi de la dualité géographique du pays, européen et asiatique, et sur l'influence que cela peut avoir non seulement sur son positionnement géopolitique mais aussi sur la nature particulière de l'exercice du pouvoir. C'est un lieu commun de s'interroger sur la nature de la Russie, européenne, asiatique ou encore eurasienne. La réponse est pourtant évidente, ce pays a toujours été européen. Il suffit de se déplacer à travers toute la Russie pour saisir clairement qu'elle est une nation européenne, dont le territoire se situe à la fois en Europe et en Asie. Pour autant, l'implantation asiatique de la Russie a façonné son histoire et lui a donné une identité particulière. De là, sans doute, cette propension des Russes à être une nation hautement autonome et à se réclamer d'une forme de gouvernance propre, spécifique et empruntée à leur sol. Cela explique leur position particulière face à l'Occident et leur désir de ne pas être complètement assimilés à l'Europe. Ce sentiment est renforcé par le fait religieux. On considère à Moscou que le pays a deux religions autochtones, l'orthodoxie et l'islam, car la religion musulmane, apparue au Tatarstan dès le XIIe siècle, y est antérieure aux grandes conquêtes du XVIIIe et du XIXe en Asie centrale et au Caucase. Les officiels musulmans sont encouragés à participer à la construction d'une nouvelle identité nationale. D'ailleurs, un poste de vice-président réservé à un musulman avait été envisagé lors de l'élaboration de la Constitution de 1993. Mais dans l'esprit de ses concepteurs, c'était uniquement au profit d'un musulman du Tatarstan. Comme il était difficilement envisageable d'introduire une clause l'interdisant à des musulmans du Caucase par exemple, cette idée a fait long feu. Quoi qu'il en soit, la proximité spirituelle des religions orthodoxes et musulmanes, pétries de fatalisme et hostiles à l'individualisme, leur confère une sorte de plateforme commune pour s'opposer au monde occidental. L'ancien président du Conseil de la Fédération de Russie, Eustroïev, disait ainsi que la Russie est au cœur de l'espace de la civilisation européenne sur lequel s'ancre la synthèse unique de la chrétienté orientale et de l'islam. Plus tôt, au XIXe siècle, le penseur russe Tchadaïev écrivait que la Russie ne pouvait être rattachée à aucun bloc de civilisation, et qu'il était plus facile pour elle d'avoir des relations avec le monde musulman qu'avec les mondes européens et américains car ce monde posait moins de questions embarrassantes et en particulier ne soulevait pas celles des droits de l'homme. Les réserves à l'égard de l'Occident tiennent également à l'humiliante faiblesse que la Russie impériale, soviétique ou contemporaine a souvent ressentie face à ses voisins plus avancés. Cela a nourri les querelles entre occidentalistes et slavophiles au XIXe siècle, et cela fait encore débat aujourd'hui. Pour les libéraux russes, la réponse est d'accélérer la course sur les sentiers battus de la civilisation mondiale globale avec le danger de voir son influence et son identité absorbées. En revanche, la majorité des partis politiques russes préfèrent renoncer à combler cet éternel retard politique et économique pour suivre une voie particulière. Mais cela n'est pas si simple car même si, en plus de son caractère asiatique, la Russie n'est pas dénuée d'influence orientale à travers l'héritage byzantin et par sa présence au Caucase, même si elle est un pays à nul autre pareil par ses dimensions, son climat et son histoire, elle demeure au plus profond d'elle-même un pays européen animé par les mêmes aspirations que ses voisins de l'Ouest. Autre problème, si l'on considère que l'Orient et l'Occident, d'essence différente, ne sauraient se mêler, on mesure la difficulté à apprécier la véritable identité de la Russie. C'est pourtant la recherche d'une compréhension des motivations de ce pays qui permettra de déchiffrer son comportement et d'anticiper ses réactions. Quoi qu'il en soit, un quart de siècle après la chute du mur de Berlin, 23 ans après la disparition de l'Union soviétique, la Russie a considérablement évolué. On l'avait pressenti en août 2008 lors du conflit avec la Géorgie, on l'a davantage compris avec la Crimée et on en a la confirmation avec son intervention en Syrie. Après avoir réglé les conflits de nationalité qui menaçaient sa cohésion, en particulier en Tchétchénie,
On sent désormais la Russie plus à l'aise pour braver les interdits de revendication de nationalité ou de changement de frontières. On se souvient que Moscou, après 1991, s'était bien gardé de soutenir trop ouvertement les mouvements d'indépendance qui avaient éclaté en Azerbaïdjan ou en Géorgie. Dans les querelles de droit international opposant le principe d'intégrité nationale au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les Russes penchaient nettement pour le respect de l'intégrité nationale, par un conservatisme traditionnel et par précaution à l'égard de leur fédération multinationale. Dans les années 1990 et au début des années 2000, la Russie, même si on savait que son armée avait beaucoup perdu de sa superbe, inquiétait le reste de l'Europe par une accumulation de frustration et par la crainte de réflexes de fauves blessés. Ce qui inquiétait, c'étaient ses velléités revanchardes après la disparition de l'Union soviétique. Cela faisait dire à Hélène Carrère d'Ancos que ce pays faisait peur à la fois parce qu'il était trop grand, par ses dimensions immenses, et aussi parce qu'il était trop petit suite à la perte, pas tellement des républiques périphériques, mais surtout de territoires historiquement russes et encore peuplés très majoritairement de Russes. Il s'agit principalement du nord du Kazakhstan, de la Crimée et de l'est de l'Ukraine. Ces inquiétudes n'empêchaient nullement d'ironiser sur les difficultés des forces armées russes, sur leur aptitude à assurer le contrôle et la sécurité d'un armement nucléaire pléthorique, ainsi que sur la faiblesse de leurs capacités opérationnelles, tout en continuant de faire semblant d'en avoir grand-peur. Désormais la Russie inquiète par son assurance retrouvée et son comportement décomplexé, d'autant que l'Europe a toujours été sensible au spectre de la puissance russe, mais sans qu'elle s'interroge vraiment sur les fondements et la réalité de cette puissance ainsi que sur ses objectifs réels. La représentation de l'action politique des dirigeants de la Russie à travers les âges ne plaide pas non plus en faveur de la douceur et de la concertation. Despotisme des premiers tsars, autocratie des empereurs, dictature du Parti communiste, purge stalinienne, goulag, censure des médias, cynisme et brutalité dans les relations internationales. Ce type d'exercice du pouvoir tout au long de l'histoire de la Russie a eu deux effets apparemment contradictoires. Il a contribué à créer le culte d'une indispensable autorité et le mythe de l'homme fort, mais sans empêcher l'apparition d'une forte prévention des citoyens à l'égard des régimes en place. Tout ceci fait que l'art de la liberté est globalement étranger aux Russes, c'est-à-dire qu'il leur manque cette capacité du peuple à comprendre la liberté, à en ressentir le besoin, à savoir l'utiliser et à se battre pour elle. Au XIXe siècle, cela faisait dire à un décembriste que le Russe, quoi qu'on lui promette, défend fermement et courageusement son esclavage, toute nouveauté lui semblant plus difficile qu'une réalité pourtant amère. En Russie, la société civile n'est jamais parvenue à se poser en partenaire ou en contrepoids du pouvoir. Les projets de réforme, tels ceux de Khrouchtchev et Gorbatchev, y ont été considérés comme arbitraires voire comme une lubie des dirigeants. Les empereurs animés d'une certaine volonté de réforme, Pierre le Grand, Catherine II et Alexandre II n'ont pas pu s'appuyer sur la société pour mettre en œuvre leurs projets. Ils ont dû recourir à l'autoritarisme voire à l'arbitraire. Cette posture s'accompagne du refus du modèle démocratique occidental. L'idéologie selon laquelle l'Occident pourrait exporter ses valeurs et ses normes est proprement inacceptable et provocatrice pour nombre de Russes qui méprisent d'ailleurs ces standards d'un point de vue moral et social. En contrepartie, la Russie a toujours été vue comme une source de brutalité par l'intelligentsia européenne. Aujourd'hui, son image souffre d'un climat réactionnaire et de la résurgence de sombres affaires criminelles, pas nécessairement inspirées par le régime, mais sur lesquelles il est contraint de fermer les yeux par intérêt politique ou géopolitique. En fait, la Russie est relativement libérale quand elle se sent forte et influente, ce qui était le cas après le congrès de Vienne avec Alexandre Ier. Elle peut également l'être quand elle n'a pas le choix, quand elle doit rompre définitivement avec le totalitarisme, ce qui s'est présenté au début des années 1990 avec Boris Yeltsin. En revanche, on y observe un retour à l'autoritarisme lorsque son modèle ne fait plus recette et semble menacé ailleurs en Europe, par exemple au temps de Nicolas Ier ou sous la guerre froide ou encore maintenant. La Russie est néanmoins, depuis 24 ans, un État de droit qui comporte des éléments de démocratie en gestation. Un début de pluralisme politique, une liberté d'expression au moins dans la presse écrite, sur quelques radios moscovites et sur le net,
des élections ouvertes, une liberté d'entreprendre et de s'enrichir évidente, une liberté totale de déplacement à l'étranger. Elle possède tous les instruments institutionnels d'un État démocratique, parlement bicaméral, cour constitutionnelle, président élu, constitution, représentant des droits de l'homme. Cependant, ces fonctions sont souvent tenues par des hommes issus de l'ancien appareil du parti. Tout se passe comme si on appliquait à la lettre ce que recommandait Ivan Ilyin au début du XXe siècle. Éviter de compromettre la démocratie en l'introduisant de force par le haut, dans une société mal préparée qui ne saurait pas en retirer tous les avantages. C'est pourquoi la Russie a érigé la stabilité au rang de projet politique. C'était essentiel au premier temps de la disparition de l'Union soviétique et cela a évité le pire. Chapitre 1 – Les fondements de la culture politique russe. L'influence du processus d'édification de la Russie. Les Slaves orientaux ont été unis en premier État russe, la principauté de Kiev, au IXe siècle. La mythologie prête ce rôle d'unificateur à des Vikings, les Varegs, qui seraient venus de la Baltique en 850, donc à peu près en même temps que les Normands débarquaient dans la vallée de la Seine. Ayant tissé des liens d'entraide avec l'empereur de Byzance, le grand prince Vladimir reçoit le baptême en 988. Aujourd'hui, ce baptême reste pour la Russie de Vladimir Poutine le fondement de la culture, de la civilisation et des valeurs qui unissent les peuples russes, ukrainiens et biélorusses. Le 1000e anniversaire de la mort du grand prince Vladimir a ainsi été célébré en grande pompe à Moscou en août 2015. Le patriarche de Moscou avait à cette occasion appelé à ne pas porter avec des critères contemporains, de jugements moraux sur les grands hommes qui ont fait l'histoire. À côté de la sainteté du grand prince de Kiev, il avait mis en avant son extrême détermination en le qualifiant d'un adjectif se situant dans son équivalent français, entre dur et féroce. Trait de caractère que les Russes célèbrent chez les plus fameux de leurs chefs, Ivan le Terrible, Pierre le Grand et Staline. Cela est très représentatif des traits de caractère que les Russes admirent le plus chez leurs chefs. Ils gardent, dans leur grande majorité, le meilleur souvenir des plus implacables de leurs dirigeants pour leur autorité naturelle, gage du bon fonctionnement de l'Empire parce que leur fermeté a autorisé les réalisations majeures ou a sauvé le pays. La démesure des tsars qui tuent leur fils, Ivan le Terrible, ou le font torturer en leur présence, Pierre le Grand, ne choque pas outre mesure, de même que leur propension à faire régner la terreur pour assurer leur régime. C'est ainsi qu'Ivan le Terrible s'est appuyé sur les opritchniki pour asseoir son pouvoir, que Pierre le Grand n'hésita pas à décapiter le corps des streltsi pour imposer sa modernité, et que Staline a procédé à ses innombrables purges. Aujourd'hui encore, les crimes de Staline pèsent moins dans l'opinion russe que sa stature de vainqueur de l'Allemagne hitlérienne, et d'impitoyable acteur de la guerre froide. Pour en revenir aux origines de la Russie et aux péripéties de sa construction, il est important de souligner que si elle a commencé par être victime de son ouverture sur l'immense steppe, invasion des Bulgares de la Volga, des Turcs, des Pétchénègues, des Koumans et surtout des Mongols, c'est dans les espaces infinis de cette steppe qu'elle s'est taillée des dimensions impériales avec d'autant plus de facilité que ces immensités n'étaient qu'à demi peuplées et ne comportaient aucune structure étatique. Cette ouverture sera finalement plus un avantage qu'un inconvénient pour l'édification de la Moscovie. Aussi bien les Bulgares de la Volga que les Mongols n'ont jamais occupé administrativement l'espace européen de la Russie. Ils se sont contentés de s'installer sur des terres à la limite de l'Europe et de l'Asie, Kazan, Astrakhan, Volga, et de prélever un tribut sur les cités russes avant d'être vaincus et assimilés. Moscou leur doit indirectement son ascension et sa mainmise sur les espaces russes. Lors de leur avancée fulgurante vers l'ouest, les hordes mongoles ont en effet détruit la première structure étatique russe, la principauté de Kiev. Elles ont aussi ravagé toutes les autres villes russes qui se trouvaient sur leur passage. La ville de Moscou, en acceptant de payer un tribut aux Mongols, a été épargnée. Son ascension date de cette époque, d'autant qu'elle bénéficiait de la confiance des Mongols qui lui avaient confié la collecte du tribut auprès des autres villes russes. La percée de Moscou, en grande rivalité avec Novgorod le Grand, également épargnée par les Mongols car située bien plus au nord, pour la maîtrise de l'espace russe, a également bénéficié de la faveur dont elle jouissait auprès de l'Église orthodoxe qui en a fait le centre religieux de la nation russe. Le siège métropolitain, après avoir été créé à Kiev,
avait pour un temps été transféré à Vladimir avant de s'installer à Moscou. Le sentiment de prééminence religieuse qui en découlera sera exploité lors de la lutte contre la grande rivale Novgorod, qui sera accusée de collusion avec la Lituanie catholique. Plus tard, alors que Moscou se sera imposé face à Novgorod et aux villes de l'Anneau d'Or, le fait religieux fournira encore un élan décisif pour vaincre les descendants des Mongols, la Horde d'Or qui commençait à s'islamiser. Les princes moscovites refusent de payer le tribut à partir de 1371 et remportent une première victoire à Koulikovo en 1378 contre la Horde d'Or. Celle-ci commençait alors, après plusieurs siècles de sédentarisation passive, à vivre sur le système du tribut et à se décomposer selon des logiques territoriales. 3 khanats se forment ainsi dans la première moitié du XVe siècle à Kazan, à Astrakhan et en Crimée. En 1480, Ivan III libère définitivement la Moscovie du joug mongol, après une dernière tentative de la Horde d'Or d'assiéger Moscou. C'est son successeur, Ivan IV le Terrible, qui s'emparera des khanats de Kazan et d'Astrakhan. Délivré de cette menace et de l'humiliation que représentait cette sujétion, la Moscovie trouvera dès lors une ouverture plus facile vers l'Oural puis la Sibérie, où elle recueille l'héritage de Novgorod. Son grand prince sera dès lors bien placé pour devenir tsar de toutes les Russies. Le premier pas sera accompli par Ivan III qui épouse en 1472 la nièce du dernier empereur byzantin. Il assume alors l'héritage de l'Empire romain d'Orient qui avait disparu avec la chute de Constantinople en 1453, et prend officieusement le titre de tsar. L'appellation devient officielle en 1547 avec Ivan le Terrible, tsar de toutes les Russies. Cela signifie qu'il se sent suffisamment assuré pour revendiquer la totalité de l'héritage territorial de la principauté de Kiev, y compris les futurs espaces ukrainiens et biélorusses. Pour l'heure, ils sont sous la coupe du puissant royaume polono-lituanien qui lui aussi prétend à l'héritage de Kiev et à l'hégémonie sur les Slaves orientaux. Ivan IV, pour matérialiser ses ambitions, commence donc par essayer de s'ouvrir un accès vers la Baltique en s'emparant au passage de la Livonie. Il sera finalement repoussé par une coalition polonaise, lituanienne, suédoise et chevalier porte-glaive. En fait, le danger polono-lituanien ne sera évacué qu'à l'issue de la période des troubles qui a suivi la mort d'Ivan le Terrible, période de la saga des faux héritiers Dimitri, et de la courte régence de Boris Godunov. Les Polonais étaient intervenus dans la querelle de succession en soutenant l'un des faux Dimitri, puis en réclamant le trône pour leur roi, alors que les boyards russes l'avaient proposé à son fils sous réserve que la religion orthodoxe reste dominante. L'armée polonaise allait occuper Moscou plusieurs années avant qu'elle n'en soit chassée par une insurrection patriotique et religieuse en 1612. De là remonte, pour les Russes, le danger qu'une Pologne occidentale, dans sa dimension à la fois culturelle et religieuse, soit susceptible de faire peser sur la Russie soit par sa propre force, du temps du grand royaume polono-lituanien, soit comme moteur anti-russe du camp occidental. Dans la compétition pour l'héritage de Kiev, la Russie commencera à prendre le pas sur la Pologne, lorsque les Cosaques du Dniepr se révolteront contre les magnats polonais au milieu du XVIIe siècle. Ils feront appel au soutien du tsar qui leur accordera un protectorat et les aidera à vaincre les Polonais, mais ce protectorat se transformera assez vite en rattachement administratif. Le tsar ne sera alors pas loin de régner sur toutes les Russies, la Grande Russie unifiée par Moscou puis désormais la Petite Russie, future Ukraine. Quant à la Russie blanche, future Biélorussie, elle restera sous contrôle polonais jusqu'en 1772. C'est cependant son expansion profonde et continue à l'est qui a donné à la Russie sa première dimension d'empire. À l'ouest, il s'agira d'abord d'une consolidation en recherchant l'accès à la Baltique puis le contrôle de l'héritage de Kiev. Une fois celui-ci réalisé, les conquêtes dans l'espace européen de tradition romaine et catholique seront plutôt le fruit de concours de circonstances favorables et non le résultat d'une politique impériale délibérée. La première expansion en Europe centrale interviendra avec la main mise sur la plus grande partie du territoire polonais, après la déroute de la campagne de Russie de Napoléon. La seconde sera le fait de l'Union soviétique qui, après avoir résisté à l'invasion allemande puis l'avoir repoussée jusqu'à Berlin, prendra en otage la quasi-totalité de l'Europe centrale et orientale pendant 44 ans. Dans les deux cas,
Moscou n'avait nullement l'intention de déclencher une guerre de conquête vers l'ouest. Dans les deux cas, les Russes sont passés très près de la défaite. Dans les deux cas, c'est leur résistance héroïque et les ressources morales de toute la nation russe qui ont permis de renverser une situation très compromise et d'insuffler l'élan d'une puissante contre-offensive, et ont amené les troupes russes au cœur de l'Europe. C'est précisément de ces deux victoires que date l'essor en Europe de la Russie et de l'Union soviétique. En 1814, la libération de l'Europe par les troupes russes entérine et dépasse les avancées territoriales que Catherine II avait réalisées à l'ouest avec les 3 partages de la Pologne. Elle les légitime pratiquement avec un Alexandre Ier aux idées avancées, dotant la Pologne d'un statut de royaume autonome dont il était le monarque. L'histoire se répétera à partir de 1945 avec la création d'un camp socialiste européen, sur les territoires libérés puis occupés par l'armée rouge. Mais dans les deux cas, les conséquences en seront funestes pour Moscou. Cette position avancée mettra la Russie au contact des idées européennes libérales. Après avoir joué aux gendarmes de l'Europe à plusieurs reprises, aussi bien la Russie des tsars que l'Union soviétique succomberont à cette proximité. La façon dont l'Europe a été amenée en Russie, conquête balte de Pierre le Grand, création de Saint-Pétersbourg, rattachement de l'espace ukrainien, partage de la Pologne, victoire sur Napoléon, domination soviétique de l'Europe centrale et orientale, a fait naître chez les Russes le sentiment d'être une grande nation européenne, puissante autant que crainte. Elle a aussi engendré une ferveur patriotique durable. Mais dans le même temps, la crainte d'être contaminée par l'influence libérale européenne a suscité une réaction politique autocrate ainsi qu'un verrouillage des régions conquises et par la même occasion, de la société russe. En fait, plus la Russie s'étend et s'ouvre vers l'Ouest, plus elle craint son modèle politique, social et économique. C'est cette situation qui finit généralement par provoquer la chute du régime. Les traits dominants de la culture politique russe, forte et sans concession, pourraient aussi s'expliquer parce que la Russie, même dans ses moments de grande puissance, s'est souvent vécue sur la défensive et n'a jamais véritablement eu d'alliés forts et fidèles. Elle n'a eu que des alliés de circonstance, par exemple pour le partage de la Pologne, ou dans la lutte contre la France révolutionnaire et impériale, ou encore dans la Sainte Alliance contre les idées et les régimes libéraux au XIXe siècle, ou enfin pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans le pacte de Varsovie, elle n'avait que des alliés soumis. Elle s'est à nouveau installée dans la défensive au milieu des années 1990, face au délitement de son empire et aux avancées de l'Alliance atlantique. La seule véritable alliance qu'elle ait eue est l'alliance franco-russe à laquelle elle a été fidèle pendant la Première Guerre mondiale jusqu'à l'effondrement du régime et la révolution bolchevique. On a beaucoup écrit sur les caractéristiques impériales de la Russie. Hélène Carrère d'Ancos indique par exemple, dans son ouvrage « L'Empire d'Eurasie », que l'Empire russe a été l'un des plus durables et des plus stables au monde au point de paraître universel. C'est sans doute parce qu'il s'est construit lentement, dans la durée, mais surtout parce que l'immense majorité des territoires qu'il a conquis étaient en fait très peu peuplés et qu'ils n'étaient disputés par aucune autre puissance régionale. Dans l'Oural, la Sibérie et l'Extrême-Orient, les Russes n'ont contrarié les ambitions d'aucune autre puissance. Ce n'est que plus tard qu'ils se trouveront au contact avec les marches d'autres empires, en Asie centrale et au sud du Caucase. La rupture majeure de 1917 n'a pas remis en cause cet empire. Au contraire, les bolcheviks en ont renouvelé la stabilité à grands coups de discours égalitaires et d'intégration soi-disant volontaire au sein de l'Union soviétique. En fait, les périodes d'extension n'ont pas toujours été délibérées. En Sibérie, ce sont d'abord les marchands de Novgorod puis les Cosaques qui ont offert aux tsars d'immenses territoires. En Russie, pays souvent sur la défensive, il n'y avait aucun des réflexes impérialistes que peut avoir une grande puissance commerciale et maritime. Ce n'est pas le registre des Russes qui n'ont d'ailleurs jamais disposé d'une économie assez dynamique pour se le permettre. Leur levier dans ce domaine est plus géopolitique, sécuritaire, voire idéologique. La seule fois où la Russie, par Union soviétique interposée, a essayé de dominer le monde, cela a abouti à l'explosion du système. Pourtant, la faiblesse relative du développement économique de la Russie par rapport aux autres grands pays européens ne l'a jamais empêché de tenir son rang politique sur le continent. Celle que Georges Sokolov qualifie de puissance pauvre
avait la capacité de priver son peuple de liberté et de prospérité pour donner à son armée les moyens de tenir son rang géopolitique. C'est, pour reprendre la thèse d'un autre ouvrage de Georges Sokolov, la démesure russe qui a permis à la Russie de survivre et de grandir grâce à une aptitude étonnante à surmonter ses faiblesses par l'excès en tout. Excès de pouvoir en haut de l'échelle et trop plein d'abnégation en bas. C'est peut-être aussi, grâce aux merveilleuses ressources d'un supplément d'âme, d'une grande piété, d'un patriotisme délirant ou encore d'une adoration masochiste envers les chefs à poigne. L'influence des régimes politiques des XIXe et XXe siècles. La Russie n'a jamais été vraiment à l'aise avec le développement de son économie et de son industrie. Soit elle en réservait les profits à l'élaboration d'un instrument de puissance, soit elle craignait que cela ne s'accompagne d'une modernisation des technologies entraînant celle des idées. Depuis le début de la révolution industrielle, on s'est toujours demandé à Moscou comment résister aux effets du progrès économique et à la maîtrise des technologies susceptibles de provoquer une ouverture globale de l'économie et une évolution des idées. Comment faire pour ouvrir la porte à ce progrès et à ces innovations, sans que cela introduise l'individualisme dans les mœurs et le libéralisme dans la vie politique? Bref, sans se faire déposséder de son identité et de son supposé supplément d'âme. L'année 1848, dont les révolutions n'atteignent pas la Russie, est cependant un tournant dans son évolution interne car elle a suscité une réaction et un durcissement qui vont finir par provoquer les révolutions une soixantaine d'années plus tard. Selon un penseur russe du XIXe siècle, il n'existait pas d'autre pays en Europe où l'immense majorité du peuple soit aussi indifférente aux droits de l'homme. Ce retard fera qu'une révolution du modèle de celle de 1848 ne s'y est produite qu'en 1905, au moment où la classe moyenne européenne n'était déjà plus révolutionnaire. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, les slavophiles considéraient les idéaux occidentaux d'un œil critique et cherchaient le salut dans les institutions du terroir russe et dans une solution intrinsèquement nationale. Il se produisait déjà une perte de foi dans les remèdes universels concoctés avec les doctrines libérales, importées d'Occident. Le triple mot d'ordre d'Ouvarov, ministre de l'Instruction publique de Nicolas Ier, était orthodoxie, autocratie, nationalisme. Quelques manuels scolaires allaient encore plus loin. Ils affirmaient que le servage était une institution nationale reposant sur les mêmes fondements que les autres institutions patriarcales russes et qu'il était en conséquence aussi sacré que le droit divin du tsar. Lorsque Nicolas Ier reçut la nouvelle de l'abdication de Louis-Philippe, dont il n'admirait pourtant pas le régime, la légende veut qu'il ait interrompu un bal en s'écriant « Messieurs, scellez vos chevaux, la République a été proclamée en France ». Il était déterminé à mener une guerre préventive en Europe contre les idées libérales et enverra d'importants renforts pour protéger ses provinces occidentales polonaises. En 1849, ses armées écrasent la révolution en Hongrie. L'influence russe jouera aussi un rôle prépondérant dans l'extinction de la révolution dans les provinces de l'Empire autrichien et en Prusse. À ce moment, la puissance de la Russie est à son apogée mais aussi la terreur et la haine qu'elle inspire. Un peu comme pendant la guerre froide quand elle réprime les mouvements nationaux en Hongrie et en Tchécoslovaquie ou qu'elle les laisse réprimer par une armée nationale, comme en Pologne. Tout cela a durablement marqué les esprits en Europe et pèse encore aujourd'hui à l'heure des révolutions de couleur dans l'ancien espace soviétique. Les réactions et le comportement de Moscou sont analysés à l'aune de ce que la Russie impériale et l'Union soviétique pouvaient faire à leur époque dans des situations semblables. Après les émeutes de Berlin en mars 1848, le tsar publie un manifeste demandant d'écarter ce fléau politique et tout risque de contagion pour l'Église et le trône russe. Ce document déclenche une vague d'émotion et de patriotisme délirant qui ne durera cependant pas très longtemps puisque la guerre de Crimée, quelques années plus tard, fera la démonstration des insuffisances de l'armée russe. L'effet des révolutions sur les affaires intérieures en Russie n'aura pas été minime. Toute une série de mesures de réforme est abandonnée, en particulier les plans de réforme agraire et l'abandon du servage. À défaut d'une société civile normale avec des partis politiques, un véritable parlement, une justice indépendante et une presse libre, l'intelligentsia s'est alors posée en chef spirituel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.